Donc tout d'abord, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à être ici. Alors voilà le sujet de ma présentation, un nouveau corpus pour le français de France que j'ai constitué en collaboration avec mes collègues Christophe Burg de l'Université de Paderborn et Sacha Diversi de l'Université de Cologne, et qu'on a modestement baptisé le corpus de référence du français contemporain. Ce petit collage est censé illustrer le contenu du corpus. Tout ce que vous voyez ici se trouve effectivement dans le corpus. Et on pourrait avoir l'impression que c'est Dany qui domine outrageusement notre corpus. Et effectivement, si j'ai choisi Daniel Cohn-Bendit, c'est pas tout à fait par hasard. Et cela pour deux raisons en fait. Premièrement, il représente le volet politique de notre corpus. Et deuxièmement, c'est un franco-allemand qui revendique avec fierté sa double nationalité. Eh bien, il en est de même de notre corpus, qui est donc un corpus de la plus germanique des langues romanes, fait par des Allemands, dont l'un est, comble de la perfidie, angliciste. Alors voilà le plan de ma présentation en trois parties, comme il se doit. Dans une première partie, je m'interrogerai assez brièvement sur les splendeurs et les misères que connaît la linguistique du corpus en France. Et je passerai en revue assez brièvement les corpus déjà disponibles du français de France. Dans une deuxième partie, je dirai quelques mots sur la composition de notre nouveau corpus. Et puis dans la troisième partie, qui sera la plus étendue, je présenterai trois études de cas que nous avons réalisées à l'aide du CRFC. Bien. Alors, notre point de départ, c'était le retard presque abyssal pris par la France en matière de corpus. Le français est très en retard comparé à l'anglais, aussi comparé à l'allemand et à d'autres langues, qui disposent pour l'anglais de deux grands corpus de référence, le British National Corpus, qui est d'ailleurs en train d'être agrandi et remis à jour, et le Corpus of Contemporary American English de Mark Davies. Ce manque de corpus entraîne évidemment une insuffisance dans les analyses et la connaissance du français contemporain. Pour l'instant, il n'existe aucune grammaire des usages effectifs du français dans différents genres, et alors que dans le domaine de l'anglais, nous disposons depuis une quinzaine d'années de la très belle grammaire, par exemple de Bible, la Grammar of Spoken Written English. Et la situation n'est pas meilleure dans le cas du lexique, car nous manquons cruellement de statistiques fiables sur celui-ci. Là encore, je me permets de faire la comparaison avec l'anglais, pour lequel on ne dispose pas seulement d'une liste des 100 000 mots les plus fréquents, mais encore d'une liste phraséologique qui comprend les 500 principaux phrasèmes de langue anglaise, liste évidemment réalisée à des fins pédagogiques. Avant de présenter le CRFC, je vais vous donner un bref aperçu des principaux corpus existants. Presque inutile de présenter Frantext, la base textuelle qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler un corpus national français, et qui réunit des textes littéraires et philosophiques, ainsi que quelques textes scientifiques. Je n'ai pas pu obtenir d'informations exactes sur la taille de Frantext, mais ça devrait se situer autour de 220 millions de mots. Le corpus français de l'université de Leipzig puise essentiellement des sources web et journalistiques et comporte 700 millions de mots. Le gros désavantage de ce corpus, c'est qu'il ne permet que des recherches très simples. Il en va tout autrement de la Kölner Romanistische Corpusdatenbank et de Varitext, deux plateformes d'analyse textuelle établies par Sacha Diversi. Celles-ci sont tout à fait à la pointe de la linguistique outillée, en permettant par exemple l'extraction de concordances, le calcul de spécificités fréquentielles et de co-occurrence lexico-syntaxique, et cela en comparant diverses variétés du français ou divers types de textes. Là encore, pourtant, nous sommes sur du journalistique ou du littéraire.
Il en va différemment de Sketch Engine, qui propose des corpus web de taille immense, dont le plus grand comporte actuellement dans les 12 milliards de mots. Après, il y a des corpus de taille plus modeste qui ont été développés dans le cadre de projets plus spécifiques, Varilex, Emolex, Manulex, etc. Pour le côté positif, nous avons donc des corpus qui impressionnent par leur taille, mais en même temps, nous avons une surreprésentation des genres littéraires et journalistiques. Je passe au corpus oraux, où la situation est un peu meilleure. Je résume brièvement la situation sans pouvoir commenter chaque corpus. Ces corpus sont souvent de taille très modeste et d'ailleurs rarement consultables par des personnes extérieures à la recherche locale. On peut poser qu'il y a en tout 10 millions de mots effectivement disponibles en France, mais l'exploitation de l'ensemble est rendue impossible par l'absence de coordination entre les différents groupes de recherche. La petite taille des corpus implique en corollaire qu'il est impossible de faire des études statistiques sur le lexique, par exemple. Mais, comme l'ont montré les études menées par le groupe aixois de recherche en syntaxe, le GERS par exemple, on peut très bien faire une description intéressante de certaines propriétés grammaticales du français parlé, tout en se basant sur un corpus assez restreint. Passe donc à notre corpus. C'est pour remédier aux carences en matière de corpus que je viens de décrire que nous nous sommes lancés dans un projet de constitution de corpus qui a maintenant, ou qui a déjà abouti à un corpus de référence du français contemporain. Pour la petite histoire, je dirais que l'établissement de ce corpus a été favorisé par un heureux concours de circonstances. La disponibilité d'une base textuelle riche et variée datant du temps de ma thèse, le travail régulier avec des collègues romanistes comme Peter Blumenthal et Sacha Diversi, qui lui aussi dispose d'une masse impressionnante de textes, et finalement par la découverte plus ou moins fortuite de nouvelles sources de textes oraux ou pseudo-oraux. C'est donc ainsi que m'est venue l'idée de réunir avec l'aide de Christophe Hurl et Sacha Diversi toutes ces données textuelles dans un vaste corpus dont l'architecture ressemblerait à celle du British National Corpus. En pêchant peut-être un peu par immodestie et en devançant nos collègues français, nous avons appelé ce corpus le corpus de référence du français contemporain. Voici donc les principales caractéristiques de ce nouveau corpus. C'est un corpus franco-français qui se limite au français de France. Sa version finale comporte environ 310 millions de mots. Si on n'a pas visé plus grand, c'est parce que nous voulions atteindre un juste équilibre entre ce que j'appelle ici contrôle et naturel, donc entre l'oral conceptionnel et l'écrit conceptionnel. Le corpus réunit donc entre 60 et 65 millions de mots de paroles spontanées, formelles et informelles. Et il sera échantillonné en 14 genres différents qu'on verra plus en détail dans quelques instants. Si nous obtenons un petit financement de la part de la DFG, nous ferons du CRFC un corpus de suivi, c'est-à-dire un corpus qui intègre des flux continus de textes nouveaux permettant l'analyse chronologique de la langue. Alors, pourquoi tout ce travail? Évidemment, un corpus se prête à de multiples usages que je vais illustrer par quelques études de cas dans un moment. Ce qui nous intéresse principalement en tant que didacticiens, c'est l'élaboration de grammaire et de dictionnaires fondés sur corpus. Donc une grammaire à registre et à genre qui tient compte notamment de ce qu'on a appelé la diglossie du français et qui répertorie donc les usages effectifs du français selon les genres considérés. Dans le même ordre d'idées, nous ferons porter notre intérêt sur la lexicologie et la phraséologie de l'oral,
ce qui jusqu'ici était rendu impossible par la petite taille des corpus oraux. Et donc le corpus a ouvert probablement au grand public en 2018. Voici donc comment ça se présente dans le détail. Le CRFC se scinde en deux grandes sous-parties écrites et orales. Et cette dernière partie, la partie orale, se divise à son tour en une partie orale et une partie pseudo-orale. Par pseudo-oral, nous entendons soit de l'oral conceptionnel, comme dans le cas des textos ou du chat, soit de l'écrit oralisé, donc de l'écrit censé représenter de l'oral, comme dans le cas des pièces de théâtre ou des feuilletons télévisés. Vous constaterez assez facilement que les deux grandes parties du corpus sont de taille égale, avec pour chacune 155 millions de mots, et ces deux parties comportent aussi un nombre presque égal de sections, 6 pour la partie orale et 8 pour la partie écrite. Je vais vous montrer maintenant un extrait des métadonnées qui ne sont pas encore complètes. Celles-ci comportent un numéro d'identification, le nom de fichier, le titre, l'auteur, la source, l'année ou la période, le genre, c'est-à-dire la distinction entre écrit, oral et pseudo-oral, ce qu'on appelle le supergenre, où on distingue entre 16 supergenres tels que la prose scientifique, la prose non scientifique, la conversation privée, la conversation publique, la littérature et le film, etc. Après, il y a le sous-genre 1, qui désigne le type de texte ou de discours, comme par exemple les encyclopédies, les magazines, les interviews, les conversations téléphoniques, les nouvelles, les romans, les feuilletons télévisés, les débats spectacles, etc. Et ensuite, le sous-genre 2, qui est pertinent surtout pour la littérature, où on peut distinguer entre science-fiction, roman policier, roman historique, etc. Après, il y a la section du corpus à laquelle appartient un texte donné, puis différentes catégories thématiques, car nous travaillons actuellement à une classification du contenu par grand domaine thématique et par sujet plus spécifique, à la manière du Longman Corpus of English et de l'Oxford English Corpus. Cette répartition par thème facilite les recherches lexicales. On distingue donc 16 superdomaines thématiques, tels que art, affaires, économie, politique, gouvernement et loi, informatique, environnement, sciences et recherche, et j'en passe. Ainsi, on pourra étudier les structures utilisées dans le football sous l'intitulé assez vaste loisirs, divertissement, sport, et on y trouvera des livres, des articles sur le football, des discussions tirées de forums sur le football, des commentaires télévisuels autour du même sujet, etc. Ensuite, ces superdomaines font l'objet de distinctions plus fines. Par exemple, pour la revue traductologique Méta, on aura le superdomaine sciences et recherches, le domaine sciences humaines et la discipline traductologie. Il faut peut-être dire 2-3 mots sur les critères qui sous-tendent la classification des genres. Comme je l'ai déjà dit, par pseudo-oral, on entend les genres de textes qui, tout en étant produits à l'écrit, revêtent quand même une conception orale et relèvent ainsi davantage de ce qui a été qualifié par Cor Österreich en 2011 de la proximité communicative. Cette dernière s'oppose à la distance communicative en tant que pôle extrême d'un continuum qui se définit par une configuration de paramètres qui se distingue comme suit. Vous voyez ici, donc, par exemple, pour la proximité communicative, on a un interlocuteur familier, alors que dans la distance, l'interlocuteur est évidemment inconnu, une émotionnalité forte, caractérisée par l'emploi de marqueurs de discours, par exemple, émotionnalité faible
pour la distance, etc. Je ne vais pas détailler tout ça maintenant. En tenant compte de ces paramètres, il semble raisonnable de supposer que les films, les pièces de théâtre, les chats et les forums de discussion tendent vers le pôle de proximité communicative de ce continuum, tandis que les journaux intimes, les blogs, les lettres et les emails sont légèrement plus proches du pôle de distance. Ces décisions concernant la classification des genres sont corroborées lorsqu'on analyse les sous-échantillons respectifs en termes de la distribution fréquentielle de certains traits qu'on considère généralement soit comme formels, soit comme informels, que vous voyez donc ici. Considérons par exemple la distribution du terme familier mec, dont la fréquence relative est nettement plus élevée dans les genres pseudo-oraux que dans les journaux intimes et blogs ou dans les lettres et courriels. Donc, la fréquence est la plus élevée dans les SMS, alors que mec n'apparaît évidemment pas du tout, apparaît très peu déjà dans où sont les emails. Je suis en train de chercher les emails. Voilà, donc les emails sont plutôt en bas de l'échelle, et puis évidemment dans les textes formels, on ne les trouve pas du tout. Voilà. D'accord. Donc, encore un mot sur le corpus oral informel, qui est particulièrement vaste comparé au corpus existant et qui comporte une gamme étendue de situations langagières. Ce sous-corpus se compose à 75% de transcriptions de dialogues ou de monologues en majorité spontanée, provenant de plus de 200 types d'émissions différentes, d'émissions de télévision différentes, qui ont été diffusées par France 2, France 3 et France 5 entre 2013 et 2014. Au total, plus de 6000 émissions, soit plus de 3000 heures d'une parole qui s'exprime plutôt librement et naturellement. Puis il y a 25% de ces corpus, ou de cette partie du corpus global, qui provient des corpus oraux existants, dont par exemple un corpus d'interaction orale professionnelle que nous avons obtenu grâce à Gérard Mercelot. Je suis donc convaincu qu'on doit inévitablement recourir à des données empruntées à la télévision ou à la radio quand on cherche à fournir un corpus étendu et varié de la langue parlée. Comme le dit Mark Davies, ce matériau s'avère représenter assez bien la parole spontanée telle qu'on entend dans la vie de tous les jours. En fait, je crois que l'authenticité de la partie orale de notre corpus dépasse même celle du COCA, du Corpus of Contemporary American English, car elle contient une grande quantité de séquences documentaires qui montrent des échanges de la vie courante, y compris de réelles conversations privées. L'EFSHINA, à paraître, fournit d'ailleurs une preuve indépendante de cette forte ressemblance entre langue de la télévision et conversation informelle. La seule différence importante, c'est que la conversation spontanée est marquée par une moindre fluidité de l'expression et plus d'hésitation. Voici donc un extrait d'un documentaire, à titre d'exemple, qui fait partie du corpus, pour vous montrer le type de texte qu'on a pu intégrer. Là, je suis en train de faire le pain bio, le vin maison. Vu que les ravitaillements ici, c'est tous les mois, le pain, on arrive difficilement à le garder pendant un mois. Donc, à l'héliportage, on monte du pain et après, on le fait ici. Voici quelques-unes de nos sources. On a
exemple, obtenu de l'oral formel en téléchargeant des textes du Collège de France, donc des cours magistraux du Collège de France, les débats, les transcriptions des débats de l'Assemblée nationale, et puis aussi des transcriptions d'autres cours magistraux que nous a offert Karl-Heinz Eggensperger de l'Université de Potsdam. Puis on a puisé assez largement pour le théâtre, on a puisé assez largement dans Proscenium.com et dans Théâtre Entreprise FreeFR. Pour les forums de discussion, on a puisé dans Doctissimo.fr. Pour les films, Subsynchro.com, tous les films français. Pour la littérature, les premiers chapitres qu'on trouve sur le site des éditions Grasset. Puis Livre Libre.com. Pour les journaux, on a essayé de représenter grosso modo les 4 points cardinaux en incluant Sud-Ouest pour le Sud-Ouest, l'Est républicain pour l'Est, le Télégramme de Brest pour l'Ouest plutôt, et la Voix du Nord pour le Nord. Ce qui nous manque encore, c'est le Sud-Est de la France. On va peut-être intégrer le provençal à une date ultérieure. Donc, et pour les magazines, on a Marianne, par exemple, l'ordinateur individuel, Mieux gérer votre argent et d'autres magazines. Ce ne sont que des exemples ici. Pour les revues scientifiques, on a téléchargé des textes déjà en 2000. À partir du site carn.info. Et le corpus de SMS, on le doit à Pankhurst, Détry et d'autres de l'Université de Montpellier. Alors, 2-3 mots sur la normalisation et l'annotation de notre corpus. Il faut dire d'abord que la compilation du corpus a nécessité un important travail de préformatage automatique et manuel, y compris la suppression des boilerplates contenus dans les documents issus du web. Et comme on l'a déjà vu, la structuration du corpus est pour l'instant assez simpliste. Elle suit un schéma XML assez simpliste, qui ne distingue pour l'instant que les différents textes, les sous-échantillons définis par genre textuel. Quant à l'annotation linguistique, la version actuelle du corpus a été catégorisée et lemmatisée à l'aide de TreeTagger. Et dans l'avenir, on va étendre et réviser cette annotation, notamment afin d'augmenter la couverture des formes inconnues du catégoriseur, les coquilles, les néologismes, les formes non standards. Et voici les outils qu'on va tester prochainement. Voilà. Il est bien connu que quand on télécharge des données du web, le problème majeur qui se présente, c'est d'éviter les doublons. À ce stade, on a donc eu pour préoccupation majeure d'éviter qu'un même document revienne plusieurs fois. Il faut cependant garder à l'esprit qu'éliminer les redites, c'est une décision qui altère, dans une certaine mesure, du moins les données originales. En élaborant le CRFC, nous avons donc pris soin d'éviter à tout prix les doublons d'un texte dans son intégralité. On a néanmoins gardé les répétitions si elles étaient considérées comme un élément normal de la production du discours dans un domaine particulier. C'est le cas par exemple de ce qu'on a appelé l'intratextualité. On a remarqué par exemple que le même fragment de texte sur la Croix-Rouge revenait 2 fois dans le même livre sur le vieillissement. D'abord dans le chapitre consacré à la recherche d'une maison de retraite, puis dans celui sur comment rédiger son testament et faire une donation. L'intertextualité, on a pu constater qu'un court extrait tiré d'un livre sur la poésie, qui était reproduit dans la partie du corpus réservée aux productions universitaires, figurait également dans une encyclopédie citée dans la partie sur les textes non universitaires.
Puis l'autocitation, c'est une pratique assez répandue dans le journalisme et les encyclopédies, qui consiste à réutiliser des formulations ou de courtes parties de texte pour traiter de sujets similaires. De même, on a remarqué que les politiciens se répètent facilement d'un discours à l'autre. Puis, ce qu'on appelait la duplication appartenant au format même. Donc, certains formats audiovisuels impliquent la redondance en leur sein, c'est-à-dire les bandes annonces, par exemple, pour les feuilletons, les débats télévisés qui résument les épisodes précédents ou donnent un aperçu de celui qu'on va voir dans cette émission. Et finalement, la duplication fondée sur les exemplaires, on peut observer une répétition massive des mêmes tournures dans des cadres extrêmement conventionnels. C'est bien connu. Dans les lettres, dans les courriels, on a souvent les mêmes formules de salutation, les mêmes formules de politesse qui se répètent dans l'ensemble du corpus de lettres ou du corpus d'emails. On a considéré donc que tous ces types de redites font partie intégrante de la façon dont on produit du discours. Et on les a donc conservés. En revanche, on a décidé de ne pas retenir les doublons qui relèvent des cas de figure suivants. La reprise intégrale de texte, évidemment, la reprise partielle de texte, sauf les exceptions que je viens de mentionner, et puis la redite à l'intérieur d'un document dans le cas de fil de discussion sur un forum qui propose une fonction citation, c'est-à-dire ces forums proposent en règle générale une fonction citation, une fonction citée, et il y a des gens qui n'utilisent pas cette fonction, et à ce moment-là c'est très difficile de ne pas de l'éliminer, en fait, de la supprimer du corpus. Voilà. Alors, pour des raisons évidentes, il n'y a rien de plus facile que de montrer que la partie orale du CRFC est sensiblement supérieure au corpus existant. Ici, j'ai choisi quelques mots assez courants à l'oral pour voir le nombre d'occurrences qu'on trouve respectivement dans le plus grand corpus oral existant, le SLO, le corpus d'Orléans, dans la partie orale du CRFC et dans la section journaux du CRFC. Et on constate facilement que même des mots qui connaissent une diffusion très large à l'oral n'apparaissent pas du tout dans le corpus SLO, alors qu'il y a un grand nombre d'exemples dans la partie orale du CRFC et même plus d'exemples que dans SLO, dans la partie journaux du CRFC. Donc pour Con, par exemple, on n'a que 3 exemples dans SLO et 6000 dans la partie orale du CRFC. Voilà. Ceci tend à montrer l'utilité de ce nouveau corpus pour la description de l'oral. En même temps, on constate que le vieil adage de la linguistique de corpus, qui dit que gros c'est beau, ne se vérifie pas toujours. Il y a en effet 2 petits désavantages des très gros corpus. Premièrement, le chercheur se noie très souvent dans la pléthore de données, dans la multitude de données. Face à une liste de collocations qui comporte 100 éléments ou plus, on se demande souvent à quel domaine notionnel appartient telle ou telle collocation. Deuxièmement, ces corpus sont établis de façon assez opportuniste, ce qui entraîne facilement des biais d'échantillonnage. Donc voici un exemple. Si on procède par exemple à une analyse des collocatifs adjectivaux de MEC, dans le FR1010, donc le corpus disponible dans Sketch Engine qui comporte dans les 12 milliards de mots, donc le plus grand corpus de langue française actuellement disponible, on obtient le tableau suivant.